Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, nous allons découvrir la maison de la Russie à Nice en compagnie de Madame Metlock. Alors Madame Metlock, cette maison de la Russie, c'est toute une histoire. Tout à fait, une histoire très ancienne même si on pense qu'elle a commencé au milieu du 19e siècle. Donc effectivement, vieille histoire et nécessité parce que aujourd'hui, l'histoire aussi nous rattrape et de nombreux Russes viennent en villégiature, mais aussi s'installer. Et donc, ils ont souvent du mal à s'intégrer, pour ceux qui s'installent, et trouver ici une maison de la Russie, effectivement, leur permet de mieux prendre contact avec notre région, notre pays, nos habitudes, nos traditions, avec des Français, des Niçois, qui s'intéressent eux-mêmes à la Russie, parce que la Russie se veut également cette vocation, la maison de la Russie, veut faire connaître la culture russe, les traditions russes, à nos concitoyens. Alors Nice et la Russie ont une histoire commune. Comment ça s'est passé justement ? Comment les premiers contacts se sont faits ? Donc le peintre niçois bien connu, Fricero, a rencontré la fille morganatique du tsar Alexandre de Russie. Il en est tombé amoureux, il l'a épousée. Ils sont venus s'installer à Nice, elle a trouvé que Nice était magnifique et donc elle a invité toute la famille impériale à venir la rejoindre. Comme elle était très aimée de la famille impériale, ils sont venus très vite. Ils ont trouvé qu'effectivement ça valait le coup de venir et avec eux, toute la cour et les autres ont pris l'habitude de venir. Ça c'est l'aspect privé, mais il y a un aspect public. Donc les frères Orloff, dont l'un était amiral, ont découvert, à la fin du XVIIIe siècle d'ailleurs, ont découvert l'abbé de Villefranche qui a porté pendant un temps le nom de baie Orloff. Et c'était pour eux quelque chose de très important puisque en 1856, lors du traité de Paris à la fin de la guerre de Crimée, les Anglais ont interdit aux Russes d'avoir la possibilité de s'approvisionner, de stationner en mer Noire. Ils ont cherché un endroit où pouvoir approvisionner leurs bateaux et le duc de Savoie, tout content de jouer un mauvais tour à ses ennemis héréditaires, a décidé de leur offrir la possibilité de s'arrêter en baie de Villefranche. Et donc, la baie de Villefranche leur a fourni des hangars et des docks où ils avaient la possibilité de s'approvisionner, mais également il y a eu un aspect tout scientifique, le laboratoire de biomarine, qui a été au départ dirigé par un directeur russe. On a encore aujourd'hui à Villefranche, dans des coffres, d'abord dans la bibliothèque énormément de livres russes, annotés de la main des différents directeurs qui sont passés par là, et une tradition russe très vivante, même au sein aujourd'hui de la station biomarine, qui a d'ailleurs publié un livre il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Alors à Villefranche, il y a énormément de manifestations. Oui, alors à Villefranche, il y a énormément de manifestations qui se passent. Je ne citerai que le festival qui a eu lieu au mois d'octobre, où effectivement, pendant une semaine entière, des Russes étaient là, consacrés aux Russes. Il y a à Villefranche plusieurs monuments qui rappellent la présence russe. Il y a une avenue, Alexandra Fyodorovna. Bon, et à Nice, effectivement, il y a 2 églises russes. La plus ancienne qui se trouve rue de Longchamp et qui a en plus une bibliothèque d'une très grande richesse, qui, pour tous ceux qui s'intéressent à la Russie, d'ailleurs, est ouverte, je crois que c'est une fois par semaine le jeudi. Et puis, la plus connue, qui est la grande cathédrale qui se trouve boulevard Tsarevitch, plus exactement avenue Nicolas II, et qui, elle, donc, est la plus belle d'Europe. Elle fut construite à l'emplacement de la villa Bermont, après d'ailleurs que la chapelle ait été édifiée, chapelle dédiée au Tsarevitch Nicolas qui est mort à Nice, et chapelle qui a été édifiée justement à l'endroit où se trouvait la chambre mortuaire du Tsarevitch. Elle, c'est au début du XXe siècle que cette cathédrale a été construite par la suite, donc à côté de la chapelle. Toutes les 2 sont consacrées à Saint-Nicolas. Alors il y a énormément de monuments russes à Cannes. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la région où on peut trouver justement ce genre de monuments ? Oui, bien sûr, il y a Cannes, Menton, et si on va jusqu'en Italie, San Remo. Alors la langue russe, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est pas une langue latine, c'est pas une langue germanique. Ah non, pas du tout. C'est une langue indo-européenne, comme le français, comme l'allemand, comme l'italien, comme l'anglais. Et effectivement, pour tous ceux qui ont appris le latin et l'allemand en particulier, le russe est nettement plus facile que pour les autres.
C'est une langue à déclinaison, mais il y a beaucoup de racines communes au latin, à l'allemand, à l'anglais, au français et au russe. Quelles sont les caractéristiques de cette langue ? Alors, en général, c'est une langue qui fait peur aux Français et aux francophones en général, parce que, premier obstacle, les lettres ne sont pas les mêmes. Alors, c'est vrai, les lettres ne sont pas les mêmes, mais elles sont quand même très proches de celles qu'on connaît. Il y a un tiers, en gros, des lettres qui ressemblent au français, un tiers qui ressemble au grec, et un tiers qui est particulière au russe. Alors, on explique la différence de l'alphabet par rapport aux autres ? Oui, bien sûr, il a été inventé à peu près au Xe siècle. C'est au Xe, XIe siècle que les premiers écrits sont apparus au moment de la christianisation de la Russie. L'alphabet a été inventé par 2 moines, Cyril et Méthode, d'où le nom de cyrillique donné au caractère russe. Et ces 2 moines, là, le premier écrit, c'est la traduction de la Bible. Donc, ils se sont inspirés de l'alphabet grec. La principale religion, c'est l'orthodoxie. Ah oui, ils sont devenus orthodoxes au Xe siècle. Ils sont devenus chrétiens au Xe siècle, disons. Auparavant, c'était des païens. Et ce paganisme est resté très vivant, je dois dire. Il y a toutes sortes de traditions, d'habitudes, même dans les fêtes chrétiennes. Tout le monde le sait, d'ailleurs, les fêtes chrétiennes ont souvent remplacé des traditions païennes. Quelles sont les principales traditions russes ? C'est vraiment très difficile. Il faudrait plus d'une émission pour en parler. Bon, d'abord, puisqu'on est dans le domaine de la religion, disons qu'entre une des grandes différences entre les catholiques et les orthodoxes, c'est l'importance donnée par les catholiques à Noël, la naissance du Christ, alors que les orthodoxes donnent une plus grande importance et une plus grande joie même à Pâques, la résurrection du Christ. Et Pâques s'accompagne de traditions beaucoup plus intéressantes, disons pour nous, plus exotiques peut-être, que Noël. À Noël, ce qu'on fête en Russie aujourd'hui, et avant je ne sais pas, mais aujourd'hui ce qu'on fête en Russie, c'est plutôt le Nouvel An. D'ailleurs, il y a une différence, parce que le Nouvel An, on le fête en même temps, puisque c'est en 1917, au moment de la Révolution, qu'a été adopté le calendrier grégorien en Russie. Tandis que l'Église orthodoxe reste fidèle au calendrier julien, ce qui fait qu'on a 13 jours d'intervalle. C'est pourquoi Noël russe se fête le 7 janvier. Ce qui nous permet d'ailleurs, à nous, Français, mais je dois dire aux Russes aussi qui aiment beaucoup faire la fête, de fêter le 25 décembre avec l'ensemble des pays chrétiens, le 31 décembre et le 1er janvier avec tout le monde, puis le 7 janvier pour la Noël et le 13 janvier pour le vieux Nouvel An. Donc on a un mois de festivités très arrosées. Alors la Russie est placée sur 2 continents qui sont l'Europe et l'Asie. Tout à fait, c'est un pays immense. Je crois qu'il y a en gros 150 millions d'habitants et je ne me rappelle plus la superficie. Quels sont les endroits et les principaux monuments à ne pas manquer en Russie ? Alors bien sûr, tout le monde connaît aussi Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, Nice est jumelée à Saint-Pétersbourg. Là, donc, c'est la ville la plus européenne, disons, de Russie. Mais étant donné les dimensions de cette ville, c'est vrai qu'on se sent à la fois complètement chez nous et complètement dépaysé. Il y a les plus beaux musées d'Europe en Russie. Bien sûr. Alors là, il faudrait y passer un an, rien que pour l'Ermitage. Non, c'est vraiment très très beau. Mais Moscou aussi, le musée Pouchkine à Moscou, qui est un musée d'art, de beaux-arts, qui contient tous les impressionnistes français, qui contient des Matisse merveilleux. Alors là, vraiment, les Niçois peuvent se régaler, parce que le musée Matisse de Nice n'a rien à voir avec les toiles qu'il y a là-bas. Tout le monde a entendu parler de certaines régions de la Russie. On peut penser à la Sibérie. Qu'est-ce que l'on peut découvrir là-bas en Sibérie, par exemple ? Alors là-bas, tout est à découvrir. En Sibérie, il y a eu des émissions magnifiques sur Arte à ce sujet, sur le Kamtchatka, les terres pratiquement vierges, avec des volcans, avec des paysages absolument fantastiques. Dans les grandes villes de Sibérie, il y a une ville qui est aussi à ne pas manquer, c'est la ville d'Irkoutsk. Une petite ville pour la Russie, elle a un petit peu moins d'1 million d'habitants, c'est une petite ville. Mais elle est très célèbre d'abord parce qu'elle est sur le lac Baïkal. Et c'est un lac qu'il faut voir, absolument, c'est quelque chose de fantastique. J'ai eu la chance, moi, de le voir au mois de juin, c'est-à-dire au début de l'été. Il est d'une transparence et d'une pureté. On a l'impression d'être devant la mer. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Il était calme, mais il paraît qu'il y a des tempêtes absolument épouvantables. Il est d'une profondeur insondable, pratiquement. C'est le lac le plus profond du monde. Il y a une faune et une flore totalement inconnues. Des poissons qui habitent dans les grandes profondeurs, qui sont composés essentiellement de graisse. Quand on les sort à la surface, ils fondent. On se retrouve avec un squelette. Et oui, parce qu'il fait froid.
C'est extraordinaire. Et les gens sont absolument fantastiques. Alors les Sibériens, c'est une race à part, tous les Russes le diront, ce sont des gens très courageux, très généreux, et vraiment très solide. Et la steppe ? Ah oui, alors la steppe, disons, c'est plus les paysages du sud, un petit peu, pas encore désertiques, mais brûlés par le soleil. C'est plus l'Ukraine que la Russie tout de même, les steppes. La Russie, c'est plus des forêts mélangées. Ce que les Russes appellent Srednyaya Polassa, c'est-à-dire la bande centrale. La bande centrale est une forêt de bouleaux, de chênes, de conifères également. C'est très très beau parce que c'est pas complètement plat. C'est très vallonné, donc on a des immensités de plaines, mais pas de plaines plates. Il y a toujours un bosquet, il y a toujours une petite colline, c'est magnifique. C'est immense, c'est magnifique. Il y a toujours un fleuve d'une majesté extraordinaire, on aperçoit à peine la rive d'en face. Vraiment, les paysages sont magnifiques. Radio Fréquence Évasion, le soleil de la Côte d'Azur. Alors, les peintres russes, la Russie en général, c'est un véritable vivier artistique. Tout à fait. Et n'oublions pas les musiciens. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que, avec le Lions Club de Nice Étoile, la Maison de la Russie va faire un concert avec de très jeunes virtuoses russes. Et bien sûr, nous convions tous les Niçois à venir les écouter parce qu'ils vont entendre quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des enfants de 8 à 18 ans, en gros, qui jouent comme des grands maîtres. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, en quelques mots, que pourrait-on dire sur l'art russe en général ? Là aussi, il faut faire une série d'émissions. Si on connaît bien les musiciens en France, relativement bien les musiciens, on connaît finalement très mal aussi bien la littérature que les peintres. On connaît Dostoïevski et Tolstoï, point final. Un peu Tourgueniev, parce qu'il a vécu à Paris beaucoup, Bougival plus exactement. On connaît peut-être un petit peu... oui, bien sûr, Solzhenitsyn, parce que ça a fait du bruit. Mais c'est immense, la littérature russe. Il y a la littérature d'avant Pouchkine, il y a la littérature du 19e siècle, qui est une littérature foisonnante, et puis il y a le 20e siècle, alors, qui est extraordinaire. À Nice, on est bien placé pour le savoir, puisque des grands écrivains russes sont venus. Il y a eu Gogol, il y a eu Lermontov, il y a eu Tchekhov, qui est venu 3 fois à Nice. Il a séjourné d'ailleurs à l'hôtel Oasis, qui s'appelait à l'époque la pension russe, et qui porte une plaque offerte par les Russes à la pension russe, et qui a aussi, par l'intermédiaire de la Maison de la Russie, été représenté par un monument, alors de 2 mètres de haut, en bronze, offert par un sculpteur moscovite actuel, qui est internationalement connu, qui s'appelle Grigori Potocki. Voilà, on reste dans l'art, c'est pour ça que je vous le nomme, qui est venu à Nice lorsque la Maison de la Russie a organisé une grande journée à l'Acropolis au profit des enfants de Beslan, les petits-enfants qui avaient été pris en otage à l'école de Beslan, et où était exposé donc ce monument à l'Acropolis, et également des tableaux du maître. Les tableaux blancs, ce sont des nus assez intéressants. Donc, Les izbas, c'est une particularité russe, on les retrouve nulle part ailleurs. Alors si, on les retrouve au Canada. Je veux dire, c'est le même système de rondins. Ce qui fait peut-être l'originalité des izbas, c'est qu'elles sont construites traditionnellement sans un morceau de fer, c'est-à-dire que les rondins sont encastrés les uns dans les autres. Et puis ce qu'elle a de particulier, l'izba, par rapport, je crois, à tout ce qui existe dans le monde, c'est qu'elle est chauffée entièrement par ce qu'on appelle le fameux poêle russe, qui est un meuble immense qui occupe pratiquement la moitié de la pièce principale, mais il chauffe toute l'izba. Si vous le voulez bien, on va marquer une pause. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. Nous parlerons de l'association ici à Nice. Nous sommes à la Maison de la Russie. On se retrouve dans quelques minutes, si vous le voulez bien, sur Fréquence Évasion. À tout de suite. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. In my heart again, and a little bit of hell in my soul. I'm looking for a place to go, where all my devils won't have a ball.
the clouds, off the ground and far away from doubt, where the world below looks pale, and where the right way is just a narrow trail. Émission spéciale à la Maison de la Russie à Nice. On conclut cette émission dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission, la conclusion de cette émission. Nous sommes donc toujours à la Maison de la Russie à Nice. Alors Madame Metloff, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association, la Maison de la Russie, et nous dire ce qui s'y organise? Donc la Maison de la Russie à Nice existe depuis 2 ans maintenant. Mais en fait, elle est issue de plusieurs associations qui se sont tendues la main pour unir leurs efforts dans une même direction et arriver à créer donc une synergie nouvelle grâce à l'apport de compétences et d'habitudes et déjà de traditions bien établies. Alors les 3 associations en question sont les Amis de Boudine qui sont situées à Grasse, encore un écrivain russe peu connu malheureusement en France, c'est un très grand écrivain. Nous avons les Enfance pour la vie, qui justement est à l'origine des actions humanitaires organisées par la Maison de la Russie dans les dernières années, et Perspective internationale, dont je suis présidente, qui existe à Nice depuis 1995 et qui a dès l'origine proposé de pratiquer la culture russe pour mieux la connaître. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part apprendre la langue, nous proposons des cours de langue, de même que la Maison de la Russie propose également des cours de langue, donc la tradition a été poursuivie par les 2 associations, et un ensemble vocal. Donc nous avons un ensemble vocal, Metelnitsa, qui chante uniquement en russe. Nous avons commencé par des chants sacrés, parce que pour les paroles c'est plus facile, dans les prières ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent, et lorsqu'on sait que les gens qui chantent à cette chorale ne connaissent ni le russe ni souvent la musique, il vaut mieux commencer par quelque chose qui est peut-être difficile au point de vue musical, mais qui est plus facile au point de vue des paroles. Vous menez des actions humanitaires. Quelles sont justement ces actions que vous menez en Russie? Enfance pour la vie est représentée par une association sœur, disons, c'est la même personne, qui s'intitule en russe « Tout est entre les mains des enfants ». Donc ils font là-bas la recherche de jeunes talents, de très jeunes talents, qui jouent bénévolement dans des concerts de prestige. Et l'argent récolté sert à soigner des enfants qui ont des maladies rares ou des enfants victimes d'attentats. Voilà. Donc Enfance pour la vie existe depuis pas mal d'années. En 3 ans, en tout cas, ils ont sauvé ainsi une 30aine d'enfants. Alors pour les personnes qui s'intéressent à la musique russe, je pense qu'il y a des concerts qui sont organisés un peu partout. Partout, là, de plus en plus. Il y a pléthore, je dirais, encore que je ne pense pas que ce soit le mot, de festivals sur la Côte d'Azur. On connaît le festival de culture et d'art russe. C'était, je crois, la 7e ou la 8e édition cette année au Théâtre de Nice. Il y a un festival d'art russe à Cannes.
qui a lieu en général fin août. Nous-mêmes, cette année, avons lancé notre première édition de la saison russe sur des Coteaux d'Azur, sur la communauté de communes des Coteaux d'Azur. Nous y avions fait venir le théâtre de marionnettes de Moscou, pour la 2e année d'ailleurs, qui remporte un très très grand succès, et des musiciens, bien sûr, un quatuor de jeunes femmes, de jeunes filles. Elles sont encore étudiantes, absolument fantastiques, qui vont charmer tout le monde. Donc, je veux dire, c'est possible. Et au même moment, en même temps que notre festival, il y avait le festival de Beaulieu. Donc, je le dis là, c'est difficile de ne pas entendre de musique russe. Cannes, je crois, très récemment, a fait venir le théâtre Mariinsky. Vraiment, il y a de quoi faire. Est-ce qu'il y a des projets autour de la Maison de la Russie, ici à Nice, quelque chose de prévu, de particulier? Oui, alors il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui est en train de prendre forme, qui est un projet d'édition cette fois-ci. Nous allons éditer avec nos amis russes une série de livres sous le titre commun de Dialogue. Ce sont des traductions et des textes originaux, donc une édition bilingue en 6 volumes du XXe et du XXIe siècle. Vous donnez également des cours de russe. Comment peut-on avoir accès justement à ces cours? Comment cela se passe-t-il? Oh, c'est très facile. Il suffit de s'adresser donc aux numéros de téléphone qui sont indiqués sur nos prospectus. Bon, je vais vous les dire. Donc, pour renseignement et inscription, appelez le 06 70 36 37 62. Éventuellement, le 0875 70 80 33. Mais il vaut mieux appeler le portable que j'ai donné au début, où vous aurez absolument tous les renseignements. Je signale que nous avons également un site qui est www. Et en un seul mot et en minuscule et sans aucun signe, maisondelarussianis.com. Alors Madame Metlov, pour terminer, vous avez peut-être un message en russe à adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent un peu partout via Internet. Большим удовольствием. Приходите на наш самовар. Каждую субботу. Et en français, pour les inviter à venir vous voir ici à la Maison de la Russie à Nice. Alors, venez nous voir. Nous avons 2 permanences. Le lundi de 16h à 18h à l'espace association Promenade du Paillon. Et le jeudi, aux mêmes heures, au 7 avenue Boriglione. Merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion. Nous étions à la Maison de la Russie à Nice. À très bientôt sur cette même antenne pour une émission spéciale.